Bien, eh bien, bonjour à tous. Nous voilà ici au domaine François Chouach. Merci déjà de nous recevoir. Ici, nous participons à la deuxième édition du Drink Alsace Experience. Et donc là, c'est une expédition un peu hors du commun, puisque nous emmenons dans le van de Damien des journalistes, des blogueurs qui viennent un petit peu partager leurs expériences. Leurs expériences au quotidien, on va leur faire vivre un petit peu l'Alsace en venant vous rencontrer notamment. Et donc j'ai en face de moi Sébastien. Et Sébastien avec son épouse. Voilà, vous avez repris le domaine familial il y a, je ne sais pas, quelques temps, 7-8 ans 7 ans. Et donc racontez-nous un petit peu l'histoire de ce domaine, parce que j'imagine que vous avez plein de choses à raconter. C'est un domaine, donc je suis la troisième génération. Mon grand-père a commencé à faire du courtage dans les années 60. Puis au fur et à mesure a commencé à acheter des parcelles et à faire de la bouteille. Donc mon père a continué, puis maintenant on a repris l'entreprise et on continue. On continue l'œuvre du grand-père et du père. D'accord, très bien. Et alors à côté de ça, c'est vrai que vous avez plein de choses à nous faire découvrir. Moi je me posais une question, c'est de savoir, tiens, mais comment est-ce que vous élaborez vos vins d'année en année? Est-ce que vous avez une inspiration? Est-ce que vous avez vous partagez ensemble? Comment est-ce que vous élaborez ça? Quelle est votre technique en fait? On a une technique traditionnelle des vins. Alors le départ, c'est la culture traditionnelle du raisin avec le respect de l'environnement. Et après, on aime bien aussi travailler les terroirs. Donc on sépare beaucoup chaque terrain, les grands crus, les lieux-dits, les traditions. On a trois gammes différentes en fait de vins. De vins, et puis on essaie de travailler dans le respect du produit et du consommateur. Voilà. Alors c'est vrai que vous nous avez promis une petite dégustation, évidemment on ne peut pas venir ici sans déguster, mais avant ça j'ai encore quand même une autre question. D'ailleurs j'ai à côté de moi les journalistes et blogueurs, si vous avez des questions n'hésitez pas évidemment à les poser. Moi, une question qui me chatouille un petit peu, c'est que j'ai entendu que vous aviez un certain nombre de parcelles, c'est ce que vous m'aviez aussi dit, des parcelles morcelées. Bon, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une faiblesse? Comment est-ce que vous considérez ça et comment est-ce que vous avez pu acquérir toutes ces parcelles? Justement parce qu'on est un domaine qui est quand même assez récent, 3 générations, puis qu'on a acquis tout au long de ces 3 générations des nouvelles parcelles, on a acquis un petit peu des parcelles sur les différentes communes aux alentours. Donc pour ma part, c'est plutôt une force, parce qu'en fait on a plusieurs terrains différents avec des sols différents, et en fait c'est vraiment visible dans la gamme de nos produits qui est assez large en fait. On a 5-6 sortes de Riesling, pareil pour les Gewürz. D'accord. Voilà. Puis on s'est aussi spécialisé depuis 2 générations dans l'élaboration des créments d'Alsace. Voilà. Alors vous avez brièvement évoqué le terroir. Et le terroir, on sait que c'est la force des vins d'Alsace. Ce terroir qui vient donner toute la saveur, toute la puissance de chaque cépage. Est-ce que vous pourriez un petit peu partager vos connaissances sur ce terroir? Parce que nos amis belges qui nous regardent là en Belgique connaissent les vins d'Alsace dans leur ensemble, mais pas forcément dans le détail des différents cépages. Parlez-nous un peu de ce terroir. En Centre-Alsace, on a des terrains lourds, argilo-calcaires, ce qui est sur Unavir. On a des terrains jusqu'à Amerschwir. Là, on sera plutôt sur des terrains un petit peu granitiques sur le Grand Cru Kefferkopf. À Ribeauvillé, on est plutôt sur des terrains argileux, plus lourds, ce qui donne des vins plus amples. Voilà, une large palette de terroirs. Et ça va jusqu'au volcanique, au Brandt. Donc comme on est sur une faille géologique, on a vraiment des terrains sur toute la route des vins entièrement différents, ce qui permet d'avoir des vins avec une typicité à part. D'accord, et du coup, vous avez combien de références que vous proposez aux consommateurs? Alors, on a une trentaine de références. D'accord. Et nos amis belges pourront goûter une référence qui est un Riesling 2013 2013. Eh ben voilà. Qui écoutez, est planté sur de l'argilo-calcaire. Donc ça fait un beau Riesling, enfin, bien typique, avec une belle acidité, et puis en même temps un beau fruit. Voilà.
Très bien. Alors, écoutez, moi, je pense que nous avons tous envie de déguster votre Riesling. Donc, si on peut passer à la dégustation, ce serait sympa. Et on y va. On y va. Allons-y. Alors, en attendant que... Il est bien caché. Il était bien caché. Donc ça, c'est un Riesling qu'on a développé pour nos magasins Carrefour. C'est vraiment une gamme de produits que vous trouverez nulle part ailleurs. Voilà. D'accord. Donc spécifique chez Carrefour, très bien. En attendant, tu as une petite question. Oui, je vois cette étiquette reflet de France, enfin c'est cette collerette par contre reflet de France. Ici, si vous pouviez nous expliquer un petit peu, parce que nous, parfois belges, on se balade dans le supermarché, on voit parfois des collerettes ou des étiquettes, mais ça ne signifie pas encore vraiment grand-chose pour nous, si vous pouviez nous expliquer. Bien vu, Florence. La gamme Reflet de France, c'est une gamme de produits que Carrefour a vraiment développée. Hein. Donc ils sont allés rechercher des petits producteurs, alors de vin, et puis de produits de terroir, voilà, fromage et sans doute d'autres produits. Et donc c'est Carrefour. Oui, Reflet de France, c'est uniquement Carrefour qui allait rechercher des petits producteurs pour les mettre en avant, pour la qualité de leurs produits et puis le soin élaboré. Voilà. Très On bien. a d'ailleurs un cahier des charges qui est très pointu concernant les produits Reflet de France. Alors, vous gérez le domaine en couple. Est-ce que chacun a sa tâche ou bien est-ce que vous faites tout ensemble? Comment est-ce que ça se passe? Chacun sa tâche. Et donc, comment est-ce que vous partagez les choses? Moi, je vinifie et ma femme, elle est plus dans la vente. Elle s'occupe de tout ce qui est... Vente administrative. D'accord. Et Sébastien, tout ce qui est vinification, il gère l'équipe, il chapeaute l'équipe extérieure, il fait tout ce qui est mise en bouteille. Voilà. Une bonne complémentarité. On essaye. Eh bien, voilà, passons aux choses sérieuses alors. Et dégustons votre Riesling 2013. Combien de verres? Voilà. Nous sommes certainement 5, 6. Interdiction. Volontiers. Moi, j'attends avec impatience vos explications, un petit peu ce que vous avez voulu communiquer, transmettre dans ce Riesling. Alors pour commencer, c'est un Riesling qui provient de différentes parcelles, de différentes parcelles de Riesling évidemment. Donc ça fait un produit qui d'année en année est assez linéaire. Donc on est sur un beau Riesling Typique. très typique, qui est bien droit, représenter le plus l'Alsace. Sans vouloir chercher maintenant le côté complexe du terroir, mais vraiment un Riesling typique. Donc on sent au nez que c'est très fruité, très agrume. On sent la belle acidité du millésime 2013. Et en bouche, on retrouve aussi ce côté fruit, avec une petite pointe de minéralité qui commence à se faire sentir. Une belle matière, une très belle acidité bien fondue. Vraiment très agréable. typique du millésime. Et donc, Du cépage évidemment. Et donc 2013 était une année millésime. Oui, avec des très belles acidités. Et c'est ce qu'on aime en Alsace, c'est justement pour jouer avec ces acidités, garder cette fraîcheur. Et donc, si on devait le marier avec un bon petit repas, est-ce que que nous conseilleriez-vous? En Belgique avec le poisson, hein, évidemment. Ouais. Avec les boules frites, par exemple. Il faut faire une alternative à la bière. Sinon, forcément, vous avez la choucroute, vous avez tout ce qui est poisson, tout ce qui est viande blanche, charcuterie,
je vais pas dire que c'est un vin passe-partout, mais on peut vraiment l'associer avec beaucoup de choses. Fromage aussi, on peut le mettre. D'accord. C'est assez facile à placer. Florence, une petite suggestion? Tu as quelque chose qui te passe par la tête outre le... Ben moi, je trouve que même à l'apéritif, par exemple, pour ouvrir l'appétit, on a ce côté un petit peu acidité, un petit peu tendu, donc qui est frais et qui met en appétit, qui donne envie de commencer la soirée et de bien manger. Alors c'est vrai que sur la jeunesse, il y aura le beau côté fruits, beau côté agrumes. On a vraiment un beau Le côté agrumes, ouais. on l'a vraiment. Alors j'espère qu'en Belgique, vous avez aussi l'occasion de déguster cet excellent vin et que vous profitez tout autant que nous de ce bon moment. Effectivement, moi je suis séduit. Et écoutez, voilà, on vous laisse déguster de votre côté. Nous on se retrouve dans quelques instants pour d'autres dégustations, d'autres informations. Voilà, de retour en direct avec la Belgique. J'espère que de votre côté, vous avez aussi la chance de découvrir le Riesling 2013 d'ici de la maison Chouard, de la maison François Chouard. Donc nous sommes toujours ici avec notre couple qui a repris les rênes de la maison. Moi, je voulais vous poser la question suivante, c'était de savoir, vous décrivez votre culture comme une culture qui est respectueuse et durable. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? En quoi est-ce qu'elle est respectueuse? En quoi est-ce qu'elle est durable? Voilà, ça pourrait nous intéresser à tous, je pense. Donc, comme on a dit, on a repris l'entreprise il y a 7 ans et on a tout de suite eu l'idée de travailler dans le respect. Par contre, on met un peu plus de temps, on ne veut pas basculer directement dans le bio ou dans le... Donc on achète le matériel, on travaille les sols, on cherche des solutions pour ne pas désherber, on ne met pas de pesticides, on prend de la confusion sexuelle, donc on travaille au maximum pour respecter la vigne, mais on prend notre temps, parce qu'on veut vraiment être sûr de ne pas avoir des chutes de rendement ou d'avoir trop de maladies. Donc on y va doucement, mais on y va. Ok, et quelle est l'ambition? Vous avez déjà un rêve quelque part qui se profile en disant tiens, j'ai lu qu'il y avait 14% des domaines qui étaient effectivement issus de l'agriculture biologique. Est-ce que c'est l'ambition ou là vous voyez au fur et à mesure de l'évolution comment ça se passe? Oui, je pense que ce sera effectivement une finalité, mais je pense que dans les 5-10 ans à venir, je pense qu'on passera en reconversion. Maintenant, on y va, comme disait mon mari, doucement. Doucement, gentiment. Ouais. Voilà. Et quelles sont les techniques aujourd'hui que vous pratiquez déjà, outre l'analyse des sols? Est-ce que c'est le traitement qui est différent? Est-ce que c'est en quoi est-ce que très concrètement, est-ce que vous avez un exemple de... On désherbe le moins possible, on travaille les sols, charrue. Là, cette année, on a fait un test, on a mis sous le cavaillon, au lieu de désherber, on a mis des copeaux, comme souvent on fait dans les jardins, pour éviter que les mauvaises herbes poussent. D'accord. Donc ça évite de désherber, ça évite de passer aussi avec le tracteur qui font des tassements de sol. Donc on fait des tests un peu à droite à gauche, on évite tout ce qui est produit de synthèse, aucun produit classé toxique, donc pas de pesticides non plus. On utilise la confusion sexuelle, on fait au maximum plus propre possible. D'accord. J'en profite. Florence, petite question. Parce que je crois que les gens qui sont ici ne comprennent peut-être pas qu'on parle de confusion sexuelle, peut-être expliquer parce que... Alors oui, confusion sexuelle, c'est des hormones en fait qui perturbent pour éviter qu'ils s'accouplent. En fait, ça évite de mettre des pesticides. C'est juste des hormones en fait. Ah d'accord. Voilà. Bonne intervention. Merci. Bonne question. D'accord. J'en profite en tout cas pour rappeler à tous ceux qui nous regardent qui peuvent nous suivre en direct sur #DrinkAlsaceExpérience. Il suffit d'aller aussi sur le Facebook, la page Facebook des vins d'Alsace. Et puis là, vous pouvez nous retrouver nos expériences, nos petites, tout ce qu'on aura fait tout au long de la journée, avec des photos, des commentaires et puis des petites vidéos. Donc n'hésitez pas, je le répète, la page Facebook Drink Alsace Expérience. Alors une autre question que je pense les consommateurs se posent, c'est de savoir aussi aujourd'hui dans la maison Chouard, vous avez certainement plus qu'une référence. Nous on en a eu la chance d'en goûter quelques-unes. Alors si vous pouviez nous énumérer un petit peu les différentes références ou les types de vins, puisqu'on sait qu'il y a quand
quand même un certain nombre, il y a 7 ou 8 cépages en Alsace. Expliquez-nous un petit peu votre gamme. Alors notre gamme, elle se décline en créments. Alors on a 5 créments, on fait 30% de notre production, 30 à 35% de notre production en créments d'Alsace, ça c'est un effervescent. On a aussi une gamme de pinot noir, ce qui représente à peu près 10% de notre production, donc les vins rouges. Et sinon le reste c'est en vin blanc. Alors, dans les vins blancs, on a différentes gammes. On a une gamme classique, ça c'est des vins de cépage qui sont vraiment le reflet du cépage, de la fraîcheur. De la fraîcheur des vins alsaciens. On a une gamme terroir et une gamme grand cru. Là, effectivement, c'est des vins qui sont issus de vignes qui sont en coteaux, sur lesquels on fait des rendements limités, ce qui est vraiment le reflet du terroir et du cépage. Voilà. Avec des vins qui ont un peu plus de complexité. Voilà. Plus des vins de garde aussi. D'accord. Mais pour ceux qui sont peut-être un peu plus ignorants, ce qu'on appelle grand cru, ou qu'est-ce qui mérite cette appellation de grand cru, quels sont les critères qu'il faut avoir, qu'il faut obtenir pour pouvoir mentionner grand cru sur sa bouteille? Alors, c'est déjà des terrains qui sont bien délimités. Ouais. On a un cahier des charges qui est plus strict. On a des contrôles. L'emplacement du terrain. D'accord. En général, c'est des collines. Et la nature du sol, il y a énormément de dégustations de différentes années pour montrer qu'on arrive bien à avoir un côté terroir c'est assez difficile le Käferkopf, c'est le dernier grand cru. Et je crois qu'on a mis 10 ans, je crois, pour passer ça en grand cru. 10 ans. Il faut savoir que quand on passe grand cru aussi, on enlève une partie de la superficie. Donc il y en a qui sont perdants. D'accord, donc rendement est moins élevé. Rendement, on tombe à 55 hecto-hectares, alors qu'en tradition, on est à 80. D'accord. Ah oui, donc effectivement une grande différence. Ok, d'accord. Mais qui sent par contre à la qualité, évidemment. Oui, évidemment, oui, j'imagine. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on est d'accord. À côté de ça, je ne sais pas, est-ce que vous avez dans vos références des vendanges tardives ou des grains nobles? Oui. Ça, là encore, Exceptionnellement. Exceptionnellement. Des années exceptionnelles, on fait effectivement en Gewürz, souvent. Alors, des Gewürz, vendanges tardives et des sélections grains nobles. La sélection grains nobles, on a en 2007 et 2005 ont été les dernières années. D'accord. Très bien. Bon, écoutez, voilà, j'espère qu'on aura, en tout cas, qu'on vous donne l'envie, en tout cas l'occasion aussi de déguster grâce au Lounge Mobile qui est là en Belgique. N'hésitez pas à goûter ces excellents vins. Nous, on va continuer sur notre lancée puisqu'on a encore quelques propositions ici. Et donc, on se retrouve dans quelques instants. Et d'ici là, portez-vous bien. À plus tard. Voilà, nous sommes de retour en direct avec la Belgique. C'est vrai que là, on a déjà pas mal découvert vos petites pépites. Je ne sais pas comment je pourrais les appeler. On a une question qui vient de la Belgique, de Monsieur Ramelot. Monsieur Ramelot nous pose la question suivante, c'est d'où vient la fraîcheur du Riesling de chez vous? Comment se fait-il qu'il est tellement frais? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Donc c'est en 2013, donc on a l'effet millésime. C'était une année assez fraîche. Donc avec de belles acidités, et nous on a des parcelles assez tardives, on appelle ça, avec des terrains lourds, donc les racines vont assez profond, donc on a toujours ce côté frais, belles acidités. On arrive toujours à avoir un très bel équilibre. D'accord, ok. Bon, j'espère. Ça fait des vins de garde. Voilà. Belle transition. Voilà, j'espère qu'on a bien répondu à votre question. Et excellente transition, parce que je me posais effectivement une autre question de savoir, c'est que il y a des bruits qui courent, comme quoi les vins d'Alsace ne sont pas des vins de garde. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est faux. Alors, expliquez-nous pourquoi c'est faux. Alors, il est vrai qu'il y a des cépages qu'il est plutôt préférable de boire jeunes, tels que le sylvaner, le muscat. C'est pas forcément des vins qu'il est préférable de garder pendant de longues années. Par contre, en ce qui concerne les Riesling, les Pinot Gris, les Gewürz, c'est même dans la gamme classique des vins qu'on peut garder entre 5 et 8 ans. D'accord. Voilà, je pense qu'on peut parler quand même de vins de garde sur ce. Et après, vous avez les terroirs à grands crus qui, là, justement, il ne faudrait pas les boire avant 5 ans minimum, suivant même les terrains.
Et ensuite, faut goûter, mais je pense que ça peut monter 15, 20, voire 25. Hein, pour bien stocker, je pense que ça tient sans problème. Ah, bien stocké, effectivement. Oui, Important. Question. Comment stocker? Voilà. Voilà. Quelles sont les meilleures conditions de stockage? Alors, le top, ça serait déjà couché. Ouais. Et dans un frigo entre 12 et 14 degrés, ça sera vraiment l'idéal, quoi. Vous vendez des belles caves à vin, ou si vous avez la chance d'avoir Une cave creusée. Enterrée, creusée. L'influence de la lumière, essayer de bannir la lumière. Le top, c'est 0 lumière, ouais. Oui, Après, si on doit choisir entre la lumière et la température. Les deux. Pas de lumière et les températures. Si. Tout le monde n'a pas la Non, c'est les possibilité, deux. voilà. Voilà. Sinon, buvez là et puis vous revenez. Hein. On en a en stock. Donc effectivement, donc un conseil à nos amis belges, investissez dans des vins d'Alsace, pardon, et ouvrez-les dans des bonnes, pour des bonnes occasions, pardon, dans quelques années. Il n'y a aucun problème pour cela. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions de votre côté. Oui. Demander l'explication. Vous avez parlé de sélection Grenoble et vendange tardive. Vous pouvez peut-être, Alors on a donc c'est ce qu'on appelle les vins d'exception, vendange tardive, sélection de Grenoble. Donc en général, on fait ça en Riesling, Muscat, Pinot Gris, Gewürz. Souvent c'est Pinot Gris, Gewürz. Donc il faut avoir donc dans le cahier des charges une quantité de sucre minimum ou un degré d'alcool minimum. Je vais parler en degré, c'est plus simple. Donc en vendange tardive, de mémoire, on doit être à 16,5 ou 16,4 en potentiel. Et Grenoble, je ne sais plus, on doit être à 17 et quelques, ou peut-être 18. Alors ça se fait uniquement lors d'années exceptionnelles. Hein. Il faut quand même qu'il y ait les conditions climatiques qui permettent ce genre de... Voilà, alors je vous laisse. Mais non, quelle est la différence entre vendange tardive et Grenoble? Parce que là, les gens ne savent peut-être pas. C'est la concentration. Donc 16 grammes environ, 16 grammes de sucre, ça fait 1 degré d'alcool. Donc il faut, pour avoir vendange tardive, ça va être trop compliqué, on va laisser tomber. Voilà, c'est-à-dire que voilà le... Mais non, parce que moi, quand je pense à Grenoble, mais peut-être que je me trompe, je pense au Bottiris, donc à la pourriture noble. Et ça, il n'y en a pas en vendange tardive? Si, il y en a aussi. Si, Okay. bien sûr, il y en a, mais moins. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive d'abord à une vendange tardive, et si on voit que les conditions météo, les conditions sanitaires, si effectivement il y a de la botrytis sur les raisins, on laisse encore un petit peu, on va sélectionner grain par grain pour faire vraiment ce vin d'exception qui est le sélection Grenoble en Gewürz. Très petit volume. Ouais, génial. au niveau du consommateur, quel est le plus pour lui? Qu'est-ce qu'il va goûter? Comment ça Avec un vendange tardive ou un Grenoble? C'est la concentration. C'est la concentration. Hein. Plus, Et c'est des vins de très très grande garde par contre. Nous on ouvre encore des 89 qui sont exceptionnel. Ouais. le sucre c'est un conservateur. C'est un conservateur. Et au contraire, plus vous le gardez, plus ce sera, Il sera fondu, plus on aura cette évolution. Mais en fait, c'est la différence entre le vendange tardive et le sélection Grenoble, c'est vraiment une histoire de concentration. Alors, plus vous aimez les vins concentrés, plus il faudra choisir le sélection Grenoble. D'accord. Au plus on vous écoute, au plus on se nourrit de tout ce que vous nous racontez là. Et c'est vrai que peut-être qu'au niveau des consommateurs, il est peut-être pas facile de savoir quel vin il faut choisir, avec quel mets. Est-ce que si on prend les grandes catégories, est-ce que vous pourriez nous dire par exemple un Riesling? On le fait avec, vous aviez dit, du poisson. Ça, c'est plutôt des vins gastronomiques. Gastronomiques, Quand vous voulez oui. manger quelque chose, poisson, charcuterie, viande. Oui, alors il faut prendre des vins secs, pinot blanc, Riesling, certains pinot gris qui sont secs. Sylvaner, c'est ce que j'ai dit. Et après, si vous voulez apéritif, on sera plus dans les muscats, pinot gris ou Gewürz. Si vous voulez des vins de dessert, ça sera plutôt les Gewürz. D'accord. Voilà pour les grands. Et avec les asperges, parce que nous on est des grands amateurs d'asperges en Belgique et c'est complètement la saison maintenant. Alors qu'est-ce qu'on boit avec des asperges? Parce que je crois qu'il y a des En Alsace, on dirait le muscat d'Alsace, un muscat sec. Voilà. c'est important. C'est important de le souligner, effectivement. Voilà. Tout à fait. Très bien. Écoutez, moi, je vois qu'on a déjà répondu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en Belgique. N'hésitez pas, en tout cas, à nous les poser. On est là pour y répondre.
Est-ce que dans l'Assemblée, il y a d'autres questions? Sinon, on continue et on se voit d'ici quelques instants. N'hésitez pas à nous consulter, nous suivre dans nos aventures sur la page Facebook de Vins d'Alsace. Et là, vous pourrez voir un petit peu notre reportage d'aujourd'hui, nos photos, etc., etc. Donc, on vous dit à plus tard. Eh bien, nous voici toujours en direct depuis le domaine François Schwach. Donc pour les consommateurs qui sont en Belgique et qui sont en train de faire leurs courses chez Carrefour, eh bien voilà, vous êtes bel et bien en direct avec d'Alsace. Nous avons déjà dégusté pas mal de belles choses. Et donc, si on doit faire un rappel de tout ce qui a été dégusté ici dans cette belle maison, nous avons le Riesling 2013 qui est en vente justement chez Carrefour. Donc là, et uniquement chez Carrefour. Et uniquement chez Carrefour, voilà, qui est fait pour lui. Alors je vois qu'il a été sélectionné par le guide Gaillard, Gilbert Gaillard, or. Voilà, médaille d'or. Médaille d'or. Donc voilà, donc effectivement une belle référence. Alors montrez-nous un petit peu tout ce que nous avons dégusté là ce soir. Enfin ce soir, cet après-midi même. Donc on a dégusté 3 créments. Donc ça c'est le crément blanc de blanc. Donc Pinot blanc, Pinot auxerrois et Pinot gris. La QVS, 50% Chardonnay, 50% Pinot noir. En 2008. Crément 100% Chardonnay en 2010. Extra brut. Après, on a le terroir Riesling cuvée Clément. Voilà. 2009. Voilà, donc sur la réglisse minérale. Grand Cru Rosaquer 2011. C'est le Grand Cru qui est juste au-dessus de chez nous. Grand Cru du village, de Unavir, ouais. Voilà. Grand Cru Chenambourg de Rigvire en 2011. Pinot Noir Futschen Mulforst en 2009. Vendange tardive Gewürz Grand Cru Käferkopf en 2008. Après, c'est tout ça. Et sélection de Grenoble 2005 en Gewürz. Voilà. Très bien. Quand je pense, voilà, ce n'est qu'en fait un début, puisque vous avez une trentaine de références. Voilà. Donc, nous, on a eu la chance de goûter toutes celles-ci, où on a déjà été terriblement séduits. Donc, merci déjà de nous avoir reçus. Alors, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos consommateurs belges en termes de choix? Parce qu'on sait qu'il n'est pas facile de choisir le bon vin, le bon cépage, avec le bon mets, le bon repas. Je crois qu'il y a aussi une différence par rapport à ses goûts personnels. Donc, comment est-ce que vous pourriez conseiller le consommateur belge par rapport au choix d'un bon vin d'Alsace? Déjà, sachez choisir un bon vigneron qui fait des bons produits. Et sinon, je pense que vous avez aussi le site du CIVA qui est très bien fait, où vous pouvez effectivement savoir quelles sont les caractéristiques du cépage. Ils font aussi une page avec des accords mets vins, et je pense que vous pourrez avoir des informations pratiques. Voilà, donc ça c'est www.vindalsace.com. www.vindalsace.com. N'hésitez pas à le consulter. Il y a certainement, effectivement, il y a plein de bons trucs et astuces et plein de bons conseils. Et à côté de cela, en termes de choix, je me retrouve devant le rayon Carrefour avec les vins d'Alsace. Comment est-ce que je peux choisir Si vous aimez les vins secs, il faut aller sur Riesling, Sylvaner, Pinot blanc, Pinot auxerrois. Et surtout le Riesling 2013 de François Schwach. Si vous aimez les vins d'apéritif, on peut aller sur les Riesling aussi pour ceux qui aiment le côté sec. On peut aller sur un Muscat qui est sec en Alsace mais très fruité. Le Pinot gris qui est très charpenté, il y a un petit peu plus de sucre mais ça va très bien aussi en apéritif, fromage, viande blanche. Et sinon, les Gewürz pour les desserts, les apéritifs et certains foie gras. Voilà. Et la cuisine épicée. Ouais. Exact. Et la cuisine épicée, évidemment, sans l'oublier. Génial, mais il me reste en tout cas à vous remercier vivement pour votre accueil, pour votre spontanéité, pour votre transfert de passion. C'est génial de partager ça avec vous, un jeune couple. Donc on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès pour la suite de la commercialisation de votre gamme. Et je m'adresse alors à nos consommateurs belges. N'hésitez pas donc toujours à nous suivre sur Drink Alsace, la page Facebook et sur le site internet du CIVA par exemple, où il y a plein de bons conseils. Moi je vous donne rendez-vous
vous aussi. Demain, on est reparti. Nous allons visiter d'autres de vos collègues qui partageront aussi leur passion, leur savoir-faire et puis leur spécificité. Donc, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. Et à très bientôt alors. Et n'hésitez pas à venir ici vous rendre à la maison François Schwach, comme on dit ici. Et venir déguster encore toutes ces belles pépites, ces belles petites découvertes. Et nous, on va continuer nos aventures. Et bien, à très bientôt et rendez-vous demain. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.